Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, vu comment j'en ai terminé avec les DVD de la Ring of Honor, parce que oui, j'en ai terminé avec ça, dont une que j'ai dû le refaire à contre-cœur parce que il n'y avait pas d'image et que l'image était complètement en gris complet. Je parle bien sûr de celui du best-of sur Kenny Omega, The One Wing Angel de la Ring of Honor auquel j'ai dû la refaire, mais en mettant uniquement la photo auquel on voit Kenny Omega avec le titre IWGP, parce que je voulais pas me prendre la tête à faire un nouveau vidéo sur ça, donc j'ai préféré de mettre ça et puis être tranquille par la suite. Oui, parce que on m'a beaucoup insisté pour que je le refasse, surtout de celui auquel je vais parler de WWE Réseau, auquel c'est sûr, il n'a pas arrêté d'essayer de m'enquiquiner, de m'en persuader, de le faire. Et finalement, je me dis, enfin, je l'ai fait maintenant, qu'il me laisse tranquille. Je veux plus qu'on me redemande de refaire par la suite, parce que malheureusement, les trucs comme ça, ça arrive. Auquel il y a un petit imprévu, qu'il n'y a pas d'image ou que ça vire au gris. Je suis désolé si cette catastrophe arrive au pire moment. Je suis sincèrement désolé à propos de cela. Et que je vais pas dire que ça ne se reproduit jamais, vu comment un truc auquel on s'y attend pas, ça arrive au moment où on s'y attend pas. Donc comme ça, vous êtes avertis et que au moins vous saviez et que maintenant j'ai plus envie de revenir là-dessus, vu comment je vais m'attaquer à un DVD. Et ce DVD en question, c'est un DVD de la WWE et on commence avec celui de WrestleMania 26. Non, c'est pas 26, c'est 36, pardonnez-moi. Donc WrestleMania 36 en 2020. On pourrait qualifier ça de WrestleMania du Covid, car oui, malheureusement, c'est dans cette année-ci auquel la WWE et le catch en général, notamment la TNA, la ROH, la NJPW et même la EW et j'en passe d'autres promotions auxquelles ils vont être frappés par la crise mondiale du coronavirus et que je me rappelais que c'était une période assez difficile, comme beaucoup d'entre vous, j'espère. Et ce qui était sûr, c'est que on pouvait même pas aller travailler, on pouvait même pas sortir, même pas s'amuser avec ses amis. Bref, c'était le confinement sur confinement. On n'avait pas le droit de sortir quand on voulait, de peur de choper cette fameuse maladie. Il fallait se faire vacciner pour s'espérer qu'on ne soit pas contaminé par le Covid. Et du coup, voilà comment est venue cette période assez terrible pour commencer une nouvelle décennie avec ce WrestleMania-là. Même pour la WWE, ça n'a pas été tout rose hein, pour la crise sanitaire mondiale qu'il y avait à propos du Covid. Mais il faut savoir que pour la WWE, ils ont beaucoup et énormément bien profité de expérimenter tout ce qui est d'autres horizons, notamment le fait de faire des matchs cinématiques, de innover des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de voir, même si c'était en pleine salle vide, mais au moins ce qui est sûr c'est que c'était pas mal de pour eux expérimenter d'autres choses. Et pour eux, si c'est positif pour eux, c'est un peu positif pour nous, de manière un peu très très différente. Donc je vais pas en dire plus, si ce n'est que malgré que c'est un peu dur pour eux également, ils ont su bah, expérimenter des trucs auxquels ils peuvent explorer. Et que c'est même lors de cette année-ci auquel ils vont faire un max d'argent. Donc comme quoi, même malgré la crise sanitaire, ils se font toujours du fric. Donc ce qui est sûr, c'est que ils sont pas arrêtés ici. Donc vous voyez bien, je n'ai pas le fourreau parce que je l'ai acheté comme ça. Mais heureusement que les CD en soi, ils fonctionnent toujours. Donc l'arrière, avec McIntyre qui remporte le titre en mettant à terre Lesnar. La tranche avec John Cena et The Fiend Bray Wyatt. Le regretté Wyndham Rotunda, qui par hasard a été touché par le Covid
et que c'est à cause de ça auquel il a été emporté. Ah, très triste, vraiment très triste. Donc le dernier match, l'affrontement Lesnar-McIntyre, Shayna Baszler-Becky Lynch, Goldberg-Braun Strowman. Ouais, je vous montre les photos, hein, comme ça vous saviez. John Cena en mode NWO, avec Bray Wyatt à l'époque dans les années 80, avec le fameux logo du Saturday Night's Main Event de l'époque. Edge et Randy Orton qui s'affrontent dans le bureau, le match féminin avec Sasha Banks, Bayley, Lacey Evans, Naomi et Tamina Stuka. Voilà, ça aussi. Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura quand il affrontait Daniel Bryan. Le match de l'échelle à 3 par équipe auquel il avait que John Morrison, Kofi Kingston et Jey Uso, parce que... Jey Uso, non, Jimmy Uso, excusez-moi, je me suis trompé de jumeau. Oui, parce que normalement il devait avoir un 2 contre 2 contre 2, mais malheureusement on n'aura pas eu. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Seth Rollins, Kevin Owens et Charlotte Flair, Rhea Ripley. Alors... Donc on va partir avec le premier, enfin sur le troisième, mais très court sur les promos qu'il y avait. Alors, donc l'Euro du 2 mars 2020, auquel il y avait encore des personnes, donc des gens dans l'arène. Alors The Beast Beacons avec The Rated RKO. Tout d'abord pour The Beast Beacons, tout ce que je sais, c'est une promo auquel Paul Heyman va faire comme d'habitude pour builder Roman Reigns, builder Brock Lesnar, vu comment il va affronter Drew McIntyre à WrestleMania 36, auquel on va également parler, et que c'est là auquel Drew McIntyre va lui faire un premier Claymore kick sur le ring, puis il repart dans les coulisses, mais il attendait pour que Brock Lesnar revienne sur la scène d'entrée pour lui faire un deuxième Claymore kick, puis un troisième pour le mettre Lesnar out. Donc voilà. Et puis The Rated RKO, tout ce que je sais, c'est qu'il va avoir la promo avec Beth Phoenix et Randy Orton. Tout ce que je sais, Randy Orton va dire des mots tellement forts en disant que Edge, il aime comme un frère et qu'il aime leurs deux filles plus que Beth Phoenix aime ses propres filles. Et que je crois bien qu'il va dire des trucs absolument horribles à propos de Beth Phoenix, notamment en disant que c'est une mauvaise mère. Eh bien, Beth n'a pas du tout apprécié le fait qu'il insulte de mauvaise mère, lui fout une sale gifle, et que Randy Orton va le traiter de bitch, donc de sale pute, avant que cette dernière lui donne un coup de pied, suivi d'un RKO. Et d'ailleurs, les réactions du public, je sais que ça crée un oh my god moment en disant oh je suis choqué que Randy Orton ça en ait pris une femme, mais moi honnêtement ça me choque pas tellement, hein. Donc je sais que c'est marquant vu comment ça marque un tournant auquel les deux vont s'affronter, mais pour moi c'est pas tellement si choquant que ça de voir un catcheur faire une prise sur une femme, vu comment en sachant qu'elle aussi c'est une catcheuse. Voilà, qu'on soit bien clair. Puis, celui du 9 mars 2020, auquel A Phenomenal Mistake. Donc c'est là auquel AJ Styles va arriver avec ses partenaires du OC, Original Club, avec les Good Brothers que sont Luke Gallows et Carl Anderson. Il va tout d'abord faire une promo à l'encontre de l'Undertaker et en faisant réaliser au public que ceux qui voient de l'Undertaker, toute sa mysticité, le côté jeu d'esprit, assez magie noire, le côté très effrayant de la chose, eh bien, il va tout simplement dire que tout ça n'est que, entre guillemets, qu'une petite frayeur de rien du tout, vu comment il faut savoir que l'homme derrière le catcheur, auquel vous devez savoir qui c'est Mark Calaway, donc le vrai nom de l'Undertaker, et qui va dire des tas de paroles à son encontre,
Comme quoi, ben, s'il aurait pris sa retraite au moment de WrestleMania 30, ben, ça aurait pu s'arrêter ici. Puis il va s'adresser à Michelle McCool, vu comment il sait que cette dernière avait utilisé le Stage Clash pendant que lui, il catchait la TNA. Et que je crois qu'il appelait ça Michelle McCool, le McCool's Clash, ou un autre nom. Mais en principe, c'est la même prise, hein. Voilà. Et je n'irai pas du tout très très loin, si ce n'est qu'on passe au suivant. The Rated R for Revenge. Donc c'est là auquel MVP va faire une promo en disant qu'il veut établir ben, sa stable, donc sa faction, qui sera la future Hurt Business, avec Bobby Lashley, Shelton Benjamin, Cedric Alexander et lui-même. Mais c'est au même moment auquel ben, Edge arrive à l'arène en pick-up et en lançant un message clair à Randy Orton qui le veut tout de suite affronter ce soir. Mais qu'il a interrompu MVP, MVP n'aime pas de se faire interrompre, donc il demande du respect. Mais sauf que voilà, Edge, il s'en balance du respect de MVP. Puis il va lui faire tout simplement un spear, et c'est là auquel Randy Orton essayait de lui tendre un piège, mais rien n'y fait, vu comment Edge l'a vu venir, et il a fait également le RKO. Et bien sûr, Randy Orton va fuir du côté de la rampe d'entrée, puis ben, il va étrangler violemment MVP, avant de lui faire un premier concerto, donc le concert de chaises avec une chaise qui va lui éclater sous le crâne, puis une deuxième, et voilà comment ça se termine. Donc voilà tout. Ensuite, du côté de NXT, Black and Gold, à l'époque, on pourrait se dire que c'était l'une des meilleures branches de la WWE, quand la WWE, du côté du roster principal, Raw et SmackDown était un peu médiocre. Ça à mon humble avis, hein. Vous êtes droit d'être d'accord ou pas, mais c'est uniquement mon point de vue, hein. Parce qu'à l'époque, lors de 2016, 2017, 2018 et 2019, c'était un peu chaotique, hein. Si ce n'est que du côté de NXT, Black and Gold était bien, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de star power, mais il n'y avait que du catch. Ça, je reconnais que c'était sympa, même si, quelque part, je préférais le côté entertainment. Voilà, pour être plus honnête. Donc c'est là, lors de ce épisode de NXT, The Queen Has Spoke, auquel Rhea Ripley va faire une promo à l'encontre de Charlotte Flair. Vu comment, à l'époque, on pourrait se dire que Rhea Ripley, c'est une jeune arriviste qui vient, qui prend la confiance et qui veut affronter l'une des catcheuses établies dans le roster, à la personne de Charlotte Flair. Et que, oui, elle montre à quel point elle a de l'attitude et qu'elle est arrogante comme possible. En même temps, c'était ça la jeunesse, et ça l'est toujours à l'heure actuelle. Et que Charlotte Flair lui fait rappeler que malgré qu'elle a un bon niveau et qu'elle a de l'attitude, bah, ça va pas amener grand-chose à de grosses victoires dans l'entreprise. Vu comment elle lui fait rappeler que c'est la reine, quoi. Et au moment où elle veut rentrer sur le ring, Rhea Ripley l'attaque, mais Charlotte se défend plutôt très bien, et elle va s'acharner sur la jambe de Rhea Ripley, notamment en utilisant le genre de figure 4 leg lock au niveau du poteau. Ah, comme quoi, c'est pas très malin de s'attaquer à quelqu'un qui vient d'arriver, donc c'est un peu une leçon auquel elle s'est mangée, Rhea Ripley. Et du coup, il faut pas trop non plus en, en faire trop des tonnes. Donc voilà. Ensuite, Advocating Pain, Have It. Alors, si je crois bien, je crois qu'il y a une promo de Edge et de Randy Orton, je crois. Ou plutôt... je sais plus trop, mais... En tout cas, je sais que je l'avais vu, mais je ne me rappelle plus. Ou alors, peut-être que c'est là auquel Brock Lesnar va arriver avec Paul Heyman, et que Paul Heyman va faire une promo comme d'hab pour mettre en avant la bête, et que c'est à cette période-là auquel, tout simplement le 23 mars 2020, auquel il va pas avoir du public. Donc c'était désertique, il n'y avait rien du tout, si ce n'est qu'ils étaient là en train de parler, puis have a seat.
Je crois que c'est là auquel Shayna Baszler va s'expliquer pourquoi elle a mordu à l'arrière de la tête Becky Lynch, comme si c'était une vampire. Eh ben, la raison est simple, c'est qu'elle veut se faire l'une des championnes pour se faire un nom. Pourtant, elle le paye direct avec un coup de chaise en plein dans le dos. Et voilà comment elle en est... bah, elle en est arrivée ici. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Puis le 30 mars 2020, avec le Dead Man Talking, donc c'est là auquel il parle sur AJ Styles, les fameuses vérités auxquelles il préfère de dire, et qu'il n'avait pas trop apprécié de comment AJ Styles avait parlé de lui, de mentionner son vrai nom. Alors du coup, il décide de faire pareil en l'appelant Allen Jones. Allen Jones, qui est le vrai nom de AJ Styles, et qui dit le phénoménal de mes fesses, bien sûr. Donc ça, c'est les paroles du Phenom. Et qu'il dit tout simplement que ce soit toi ou les Good Brothers des aussi, venez en découdre. Vous en faites pas, je vous attends tous impatiemment. Parce que de toute manière, AJ, tu vas reposer en paix. Donc voilà. Puis le 3 avril 2020, Here's Today, Gone Tomorrow. Donc c'est là auquel John Cena arrive pour faire une promo pour hyper son match face à The Fiend. Et que il se dit que même si j'ai, on va dire, pas la priorité de tout et n'importe quoi, je ne recule jamais devant un défi, même si elle est compétitive ou ridicule. Donc c'est pour ça auquel il dit à Bray Wyatt, si tu veux la bagarre, tu l'auras. Puis c'est là auquel il va voir dans l'arène les fameuses marionnettes. Il va voir le lapin, le vautour, la poupée, le cochon, auxquels ils vont faire leur apparition et ils vont essayer de embrouiller l'esprit et le cerveau de John Cena. Puis l'arrivée de The Fiend sur un genre de petit balcon, ou un genre de plateforme en balcon, qui regarde John Cena de loin. Et puis, c'est là auquel il va avoir un cut et que Bray Wyatt va arriver derrière John Cena en disant « Damn it !» je crois que ça veut dire comme un genre d'intro auquel ils avaient l'habitude de faire avec la Wyatt Family, ou plutôt, je crois qu'il dit run, donc run qui veut dire cours, je crois que c'est ça. Hein. Puis les lumières s'éteignent et ils ont disparu. Donc oui, ce match entre John Cena et Bray Wyatt, à l'époque, c'était spécial. Donc voilà, j'ai dû expliquer les fameuses promos. Puis, on va revenir au tout premier match qui s'est déroulé dans le kick-off. Donc c'est un match spécial auquel ça oppose Cesaro contre Drew Gulak. Un très très bon combat, même si c'est pas le début du show de la soirée, mais pourtant c'était extrêmement bon. Et surtout ça va se conclure avec Cesaro qui va battre Drew Gulak en faisant, attention, un genre de torturac, mais en mode hélicoptère, comme un genre d'Argentina backbreaker. Et il le fait tournoyer comme un hélicoptère, qui le fait même sans les mains. Et après, il écrase en powerbomb et c'est la victoire. Donc c'est Cesaro qui l'emporte. Et pour ça, ce match, je l'ai très bien apprécié. Je le mets à 3,40. Et maintenant, on passe au premier DVD. Oui, parce que j'ai dû citer dans l'ordre. Donc The Only WrestleMania to Big Four Just One Night. Ah oui, au passage, je l'ai complètement oublié de citer. C'est dans ce premier WrestleMania auquel ils vont faire la tradition de WrestleMania au niveau de 2 nuits. D'habitude, on a l'habitude de faire un WrestleMania sur une seule nuit, mais vu comment la New Japan l'a fait, et d'ailleurs ils ont une méthode assez dysfonctionnelle, ou plutôt de manière un peu aléatoire, c'est que là, ils ont décidé de un peu suivre le même schéma, mais sur 2 nuits. Donc c'est à partir de là auquel ça a commencé. Donc voilà tout. Donc le match féminin par équipe pour les titres justement féminin par équipe entre Alexa Bliss et Nikki Cross contre The Kabuki Warrior, Asuka et Kairi Sane, auquel ce match était bien mais sans plus, si ce n'est que il y a eu des tas de trucs un peu stupides auxquels j'ai remarqué en plein match, notamment je sais pas si vous avez remarqué pendant la période Covid, mais il faut savoir c'est que parfois j'ai l'impression de voir un match comme si ça n'était pas un.
j'ai l'impression de voir un match d'exhibition auquel il n'y a pas de public et auquel on peut se dire des choses pour faire tel ou tel spot, comme s'il n'y avait aucun retenu. Et du coup, ben, c'est assez bizarre et que ça me donne un côté, en gros, on dirait pas qu'ils se battent, on dirait qu'ils répètent et ça a l'air d'un côté faux. C'est un truc auquel je déteste, mais pourtant, bah, c'est quand même Alexa Bliss et Nikki Cross qui remportent le match. Donc c'est un 3,20 pour ce match-là. Puis, The Liberation of Daniel Bryan, donc on augmente la hype autour de Daniel Bryan, vu comment la faction de Sami Zayn et Shinsuke Nakamura envoie un message clair. Mais bon, il y a le match auquel ben, il n'y a pas d'intérêt, pas d'enjeu, entre Elias contre The King, Baron Corbin. Oui, donc Baron Corbin était encore là à cette période-là. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise de ce match? Si ce n'est que, ouais, il y a eu des bons trucs. Et que même si ça aurait été victoire de Corbin ou d'Elias, ça ne changerait pas forcément grand-chose. Et ben, finalement, ça va être victoire de Elias qui va battre avec un roll-up sur Baron Corbin. Et que c'est un 3,5. Voilà tout. Puis, eh ben, le match pour le titre féminin d'Euro entre Becky Lynch contre Shayna Baszler. Donc voilà la première opportunité pour Shayna Baszler d'affronter une catcheuse bien établie telle que Becky Lynch. Au passage, elle fait son entrée avec le genre de camion, auquel c'était ultra stylé de faire son entrée comme ça. Bon, après, ils l'ont pas fait entrer dans le Performance Center, hein, parce que oui, ils étaient réfugiés au Performance Center auquel ils font leur petit show entre eux. Comme ça, vous le saviez. C'est pour ça que dans le match entre Edge et Randy Orton, on va découvrir toutes les coulisses. Mais ça, on va y revenir. Hein. On va vraiment, vraiment y revenir. Mais que j'avais quand même apprécié de découvrir tout ce qui est coulisses, salles de réunion, bureaux en tout genre. Donc c'était plutôt bien. Je trouve que c'était plutôt bien. Mais bon, le match entre Becky Lynch et Shayna Baszler, ben, j'en attendais pas forcément grand chose à l'époque, en tout cas quand je regardais à l'époque sur le highlight. Et que, oui, parce que j'avais regardé à l'époque en 2020, auquel c'était en highlight, je n'avais pas d'abonnement de WWE Network, parce que j'en ai jamais fait. Et que, même si ça aurait été victoire de Shayna Baszler, ça aurait été sans doute la plus grand match de sa carrière. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ça serait sûrement Becky Lynch qui restera toujours supérieure à Shayna, comme elle a toujours été supérieure à Ronda Rousey. Et que dans le match, il y a eu des tas de tentatives, si ce n'est que Shayna va faire des multiples prises en tout genre, comme un certain Sleeper Hole, donc la prise du sommeil, où elle a baptisé The Kirafuda Clutch. Si Samoa Joe appelle sa prise du sommeil le Coquina Clutch, eh ben elle, c'est Kirafuda Clutch. Elle était pas loin d'essayer de la battre, mais il a fallu que Becky Lynch nous fait une Bret Hart en roulant justement à l'arrière pour bloquer les épaules de son adversaire au compte de 3. Et que voilà comment Becky remporte le match. Donc pour ça, ce match-là, j'ai bien apprécié. Même si ça marque définitivement l'enterrement de Shayna Baszler à la WWE. Parce que c'est à partir de ce match-là auquel elle ne va plus rebondir par la suite. Si ce n'est que l'année passée, enfin pas l'année passée, si je crois bien, si je dis pas de bêtises, si ce n'est qu'il y a 2023, SummerSlam 2023, elle a affronté Ronda Rousey dans un match de MMA qui n'avait rien d'un match de MMA et que ça lui a rien rapporté par la suite. Donc, et en plus, cette année, je crois bien que c'est cette année-ci ou l'année passée, auquel elle a été licenciée par la WWE. Je crois, hein, j'en suis pas sûr, mais je crois. Hein. Et du coup, voilà. Donc ce match, c'est un 3,40. Et il faut savoir, il y a une anecdote à propos de ce match-là. C'est qu'il faut savoir, c'est que Becky, à ce moment-là, elle venait de découvrir qu'elle était enceinte. De Rollins. Et oui, je peux vous le garantir, c'est à ce moment-là auquel elle a découvert qu'elle était enceinte de lui.
vu comment il y avait une interview comme quoi elle avait dit que elle avait catché à WrestleMania, même si elle venait faire des tests de grossesse, et qu'elle avait appris qu'elle était enceinte. Donc oui, c'est à partir de là auquel ben, leur liaison était réelle et auquel ben, ils ont pu bah, faire une progéniture, leur fille quoi. J'ai pas les mots à vous décrire, si ce n'est que je vous dis ce que ça a été dit. Donc voilà. Donc match pour le titre intercontinental uniquement masculin à l'époque. Il n'y avait pas de titre féminin intercontinental. C'était uniquement que pour les hommes. Entre Sami Zayn accompagné par Cesaro, donc Claudio Castagnoli, et Shinsuke Nakamura contre Daniel Bryan qui était accompagné par Drew Gulak. Et auquel ben, ce match, je vais vous dire en mille, ça a été un jeu du chat à la souris entre les deux. Malgré qu'ils sont très techniques, mais vraiment techniques, ils ont un peu, on va dire, un peu duré dans les temps, hein, vraiment, vraiment dans les temps. Si ce n'est que malgré qu'on était persuadé que ce serait Daniel Bryan, donc Bryan Danielson, qui aurait le dessus sur El Generico, donc Sami Zayn, ben, ça n'a pas abouti et que finalement, ben, il a fallu que Daniel Bryan ben, s'élance sur les cordes, mais que Sami Zayn lui sèche avec un big boot en forme de Helluva Kick, ou Yakuza Kick si vous préférez, pour avoir la victoire. Donc c'est victoire de Sami Zayn qui conserve son titre. Et puis, match pour les titres tag team de SmackDown, triple threat ladder match, donc dans un match de l'échelle, entre John Morrison contre Jimmy Uso contre Kofi Kingston. Alors, normalement, ce match-là, il devait avoir le Miz, Xavier Woods ou alors Biggie et Jey Uso. Alors, je sais pas si c'est à cause que le Miz a été testé par le Covid ou alors il a été blessé, ou plutôt Xavier Woods qui a été testé par le Covid, j'en ai aucune idée. Et Jey Uso, je ne connais pas trop. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il va avoir des raisons de pourquoi il va rejoindre Roman Reigns. Et on en parlera évidemment de Roman Reigns. Donc, même si normalement ça n'a pas été dans un match par équipe traditionnel, ben, ça a terminé en match à 3. Uniquement que 3 catcheurs. Auquel ben, ils ont su nous faire vibrer, malgré qu'il n'y avait pas les autres catcheurs avec qui ils pouvaient accompagner vers le ring pour faire des spots incroyables. Eh ben, même en étant 3, eh ben, ils ont su ben, un peu nous emboucher d'un coin en utilisant des manœuvres ben, très intelligentes, très énormes, quoi. Je vous dis que s'il y aurait du public et qu'ils auraient été tous au complet, c'est sûr ça aurait fait ben, un grand bruit. Et que dommage, c'est vraiment dommage hein, qu'ils en soient arrivés ici et qu'on a eu même des spots très sympathiques. Surtout celui de John Morrison, surtout de lui. Et puis bah, au climax du match, bah, t'as les deux catcheurs qui ont su décrocher bah, le crochet bah, pour décrocher les ceintures, ou alors plutôt les trois, et que ça va se battre, et qu'au moment auquel bah, on veut écarter John Morrison pour éviter qu'il remporte les ceintures, lui, intelligemment, il va défaire les scratchs des ceintures et il va aller remporter les deux titres. Donc c'est victoire de John Morrison qui remporte les deux ceintures pour son partenaire le Miz. Et que voilà comment ça se termine pour ce match-là. Puis, match entre Kevin Owens contre Seth Rollins. Auquel, ben, c'est sûr, ça s'est beaucoup intensifié depuis que Seth Rollins a voulu cacher son mécontentement vis-à-vis du roster principal en, en leur faisant la morale et en disant des trucs vraiment pas très cool. Et que enfin il s'est enfin montré à quel point c'était quelqu'un de très très mauvais et auquel il avait embauché les AOP, donc les Authors of Pain à Kamerazar, pour former l'équipe The Monday Night Messiah, vu comment il se faisait appeler justement le Messie du lundi soir. Et que bien sûr il s'en est beaucoup pris à Kevin Owens, beaucoup même, et que par la suite eh bien, Kevin il va se venger, et ben, essayer à tout prix de battre Seth Rollins. Dans le match, j'ai pas besoin de vous en dire plus, si ce n'est qu'il va avoir pas mal de prises, pas mal d'échanges assez sympas, ou plutôt assez redondants, vu comment c'est un peu du vu et revu.
Faut dire, il y avait des trucs auxquels c'était un peu... ça sentait un peu le réchauffé. Puis ça va se terminer à l'extérieur avec une disqualification et que c'est victoire de Kevin Owens, vu comment Seth Rollins avait utilisé une cloche pour, pour se faire disqualifier exprès. Puis Kevin va prendre le micro en disant qu'il veut un rematch, mais cette fois-ci un no DQ. Donc un match où tout est permis et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et que c'est là auquel il va accepter Seth Rollins et il va démolir, dominer Kevin Owens tout au long du match jusqu'à ce que Kevin trouve une solution et arrive à se défaire de l'emprise de Seth Rollins en le détruisant et en le mettant sur la table des commentateurs. Et c'est là auquel Kevin Owens il va monter sur le logo de WrestleMania 36 en faisant un big elbow sur Rollins à travers la table des commentateurs. Et que, il va le ramener sous le ring, il va faire un chaos stunner pour la victoire. Donc, vous avez compris, c'est victoire de Kevin Owens, et que c'est un 3,80, donc je lui mets un 3,80 pour ça. Puis, The Patriot Truth, The Beast is Looming, donc ça fait la promo pour Brock Lesnar, quoi. Plus que 2 matchs après c'est terminé pour la nuit 1. Match pour le titre universel de SmackDown entre Braun Strowman contre Bill Goldberg. Je vous donne en mille, ce match-là il est très court. Ça va démarrer avec un multiple spear de Goldberg et auquel il a voulu tenter un jackhammer mais ça n'a pas suffi. Puis c'est là auquel Braun Strowman il va faire du Goldberg. Il va commencer à faire du Power Slam, encore du Power Slam, suivi d'un ultime Running Power Slam pour la victoire. Et auquel il bat tout simplement Bill Goldberg. Et que ce match-là, c'est un 3,10. Voilà, tout simplement. Et puis, le match auquel j'avais déjà cité dans The Undertaker's Complete Anthology de WrestleMania, de 23 à 2, quoi. Non, c'est pas 23 à 2, c'est 24 ou 25 à 2. Ouais, on va dire ça comme ça. En gros, il affronte AJ Styles dans un Boneyard match auquel je vous ai expliqué, même dans le DVD, de tous les détails. Mais je vais vous le redire, vu comment il est rare de voir ce match quelque part. Mais vu comment je vais vous le dire, tout simplement. Donc, tout commence avec AJ Styles qui fait son entrée dans le cimetière du Boneyard match. Oui, il faisait son entrée avec le corbillard et le cercueil, alors que l'Undertaker, lui, faisait son entrée avec la moto de motard en Harley Davidson, et que c'est là auquel le match commence, et c'est un match cinématique pour le coup. Donc il va y avoir des nombreux spots, notamment le spot à travers le corbillard, quand l'Undertaker voulait donner un coup à AJ, mais que son poing frappait le carreau du corbillard, et au passage, il va réellement se faire ouvert le bras, et que il poursuit toujours, hein, il poursuit toujours le match, il est encore justement à la poursuite de AJ. AJ, soit il le domine, soit il se fait dominer, et puis tu as un moment auquel les Good Brothers, ils vont arriver pour distraire l'Undertaker en faisant venir les druides contre le Taker, et ça va pas donner du mal à l'Undertaker de détruire les druides plus les Good Brothers. Et c'est là auquel il se fait allumer par AJ Styles qui a pris un énorme... je sais pas ce que c'est, si c'était un mur en briques ou un mur en plâtre, mais en tout cas il le démolit, il assène des coups à l'Undertaker, le faire passer à travers le décor, et il utilise la provocation en disant « Allez Marc, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire, je veux te battre, je veux prouver à quel point tu n'es pas un mort-vivant comme certains le prétendent, mais un coup que je t'aurais battu, là il y aurait des raisons que tu sois mort et enterré. Allez old man », donc ça veut dire allez vieil homme. Donc bien sûr il se laisse pas faire, il lui fait un doigt d'honneur, mais il se fait tout le temps allumer. Donc voilà tout. Puis il va commencer à prendre une pelle à taper dans le dos de l'Undertaker pour qu'il se retrouve dans le trou. Et qui va utiliser le bulldozer. Je crois que c'est ça, un bulldozer, ou plutôt
un tracteur avec plein de terre. Mais en tout cas, il essaye de l'utiliser pour jeter de la terre sur lui. Et comme par magie, eh bien, l'Undertaker revient avec sa mystique légendaire de la terreur, car il apparaît derrière AJ Styles et il va le poursuivre, il va l'attaquer, jusqu'à arriver dans le toit du décor, en s'amusant avec le feu, évidemment. Puis, il va détruire les Good Brothers, donc tous les deux. Et puis, il va détruire AJ Styles en le faisant descendre avec un chokeslam sur un des décors en bois. Puis, il va traîner sa carcasse jusqu'au trou où il y a la tombe auquel il sera désigné, à qui sera, on va dire, désigné, quoi. Je n'ai pas d'autres termes. Et bien sûr, il va le dire à tout simplement à l'Undertaker, je suis désolé, j'aurais pas dû te provoquer. Bien sûr, Undertaker lui fait la morale en disant, ah, t'es désolé maintenant. Eh ben, t'aurais dû être désolé au tout début, mais t'as voulu compliquer les choses, tout simplement. Eh ben, tu sais quoi? Vu comment je suis un bon type, sans rancune, on se fait un check, on se fait un câlin, et je vais te laisser. Sauf que il lui assène un énorme big boot, et c'est là auquel AJ Styles se retrouve dans le trou, et c'est à ce moment-là auquel l'Undertaker va lâcher de la terre sur AJ Styles. Donc voilà, il est enterré vivant, AJ Styles, il peut enfin reposer en paix de 1977, ou 80, enfin 77 quoi, à 2020. Et puis il repart dans sa moto du Harley Davidson en laissant le cadavre d'AJ dans le trou et en partant totalement victorieux. Et au passage, encore une anecdote à propos de l'Undertaker. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il venait de perdre un proche. Je crois que c'était son frère, je crois. En tout cas, il a perdu un proche de sa famille. Donc certes, il était un petit peu endeuillé, mais il a pu continuer et poursuivre le projet avec AJ Styles et j'en passe d'autres. Et que oui, on peut dire que c'est officiellement son dernier match et que par la suite, il va pas remonter sur la ring si ce n'est quelques apparitions et j'en passe d'autres. Si ce n'est qu'il va définitivement enterrer sa carrière au Survivor Series pendant ses 30 ans de carrière à la WWE. D'ailleurs, c'est dommage, j'aurais tellement voulu qu'il prenne sa retraite au moment où il y aurait du public. Ça aurait été tellement mémorable. Car j'aurais préféré qu'il parte sur une bonne note. Et surtout, en enterrant officiellement le personnage du Deadman pour dire bonjour au personnage du American Badass. Comme ça, le véritable Undertaker, homme mort, peut dormir éternellement dans son cercueil pour l'éternité. J'aurais vu comme ça, hein. J'aurais tellement vu la fin comme ça. Donc maintenant on passe à la nuit 2. Et dans le kick-off, eh bien, il y a celui avec Liv Morgan contre Natalya. Auquel, là, j'ai vraiment ressenti à tel point que ce match n'a pas l'air tellement réaliste. Parce que, je veux dire, Natalya, c'est une bonne lutteuse technicienne et tout. Mais là, par contre, c'était un peu bête, hein. J'avais l'impression que les deux répétaient leur match, comme si c'était un entraînement. Ce qui est un petit peu bête, ce qui était vraiment, vraiment trop bête. Mais il a fallu à tel point que Liv Morgan arrive à battre Natalya et que c'est un compte de 3 pour la victoire. Et que ce match, c'est un 3,20. Et pour commencer la carte principale, tout simplement, toujours la même rengaine, The One Only WrestleMania Too Big for Just One Night. Et qu'on commence avec le match de la soirée avec Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le titre féminin de NXT. Auquel, ce match-là, qu'on apprécie ou pas, il y avait un certain potentiel. Surtout Rhea Ripley, ça se voyait que certes c'est l'ago à Triple H, et qu'elle montre à quel point elle a un rôle à jouer dans tout ça. Et qu'il faut dire que c'est sûr qu'elle a su quand même impressionner son monde. Et pourtant, elle était un peu au début de sa jeune carrière, même si elle avait commencé au Mae Young Classic, puis à NXT UK, puis poursuivi à NXT US, en tant que personnage du Nightmare, parce que c'était ça sa première vraie gimmick, The Nightmare, la cauchemarde, et que
C'est sûr qu'elle montre à quel point elle a l'écro et qu'elle veut pas faciliter la tâche à Charlotte Flair. Charlotte Flair s'en est rendu compte, mais elle veut à tout prix faire plier Rhea Ripley pour montrer à quel point ici c'est elle la patronne et que c'est pas une petite morveuse de NXT qui va lui faire bah, autant perdre que j'en passe d'autres. Hein. Même si, encore une fois, ce n'est que temporaire. Donc, je me rappelle les acharnements, surtout au niveau de la jambe. Elle va s'acharner sans arrêt. Et que c'est sûr qu'à un moment donné, bah, au climax, bah, c'est sûr qu'elle va avoir vraiment le dessus sur Rhea Ripley. Même s'il faut dire qu'elle s'est pas mal défendue. Notamment en utilisant la prise du reptile. Mais vu comment la douleur était tellement intense que ça a été tellement brutal pour Rhea Ripley qu'elle va se laisser avoir dans le figure 4 puis la figure 8 et que là, elle n'a pas le choix d'y abandonner. Donc oui, c'est victoire de Charlotte Flair qui deviennent pour la deuxième fois championne féminin de la NXT. Et que ce match-là, bah, c'est un 3,20, pardonne-moi, 3,80, désolé, c'est un 3,80. Et que là, c'était vraiment très bon. Vraiment très bon. Et ce n'est que les débuts de carrière pour Rhea Ripley. Puis après, elle va se trouver d'autres horizons pour mieux avancer. Ensuite, ben, match auquel il n'y a pas non plus d'enjeu entre Aleister Black contre Bobby Lashley accompagné par Lana. Donc oui, il n'y a pas d'enjeu si ce n'est qu'on a deux spécialistes des arts martiaux mixtes qui s'affrontent et auquel ben, ça va être tellement jouissif parce que ce match était tellement bon, même s'il n'y avait pas d'enjeu. Avec la puissance et la domination de Bobby Lashley qui fait toute la différence avec un Aleister Black qui est beaucoup plus doué au striking que du point de vue puissance physique. C'est un peu comme avec Shayna Baszler, je ne vais pas vous le mentir. Et pourtant, malgré que Bobby Lashley a voulu tout mettre en œuvre pour battre tout simplement Aleister Black, c'est Aleister Black qui va le battre avec un fameux Black Mask en pleine figure. Et voilà comment en est venu ainsi ce match-là, qui n'avait pas forcément d'enjeu, mais qui était plutôt bon. Donc victoire d'Aleister Black, c'est un 3,70, ou 70 si vous préférez. Bayley and the Boss, donc la promo entre Bayley et Sasha Banks. Puis un match aussi auquel il n'y avait pas d'enjeu, mais ça résume avec une histoire d'amour entre Otis contre Dolph Ziggler, avec au milieu Mandy Rose, et qui avait également tout simplement Sonya Deville. Mais dommage, c'est qu'il n'y avait pas Tucker. Donc oui, ce match a une histoire, si ce n'est que Otis, il commençait à devenir dingue de Mandy Rose, parce qu'en même temps, Mandy Rose, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est l'une des femmes les plus sexy qu'il y avait à la WWE. Même si on sait que maintenant, elle catch plus pour des raisons assez olé olé, vu comment elle est sur OnlyFans, en train de se dénuder en vendant l'une de ses fameuses photos assez coquins. Oui, je sais, j'ai été jeter un coup d'œil et je vais pas vous mentir, j'étais un peu comme un chaud lapin quand j'ai vu ça. Et pourtant, j'essaye d'être minimum être innocent, mais c'était un peu plus fort que moi. Puis t'as bien sûr Sonya Deville qui a engagé Dolph Ziggler pour jouer le petit ami de Mandy Rose. Bien sûr, ce qu'il va faire, il va accepter. Mais en fait, il y avait une raison à tout cela. C'est parce que, tout simplement, Sonya Deville, oui, elle est amoureuse de Mandy Rose. Oui, évidemment. Je ne suis pas là en train de vous mentir, c'est une pure vérité. Donc, quelque part, ça part un petit peu dans une histoire à quatre, en amour. Et bon, après, j'ai rien contre l'homosexualité. Hein. On a le droit d'aimer ou pas. Mais c'était assez ambigu. Et du coup, vu comment à leur premier rendez-vous, Otis s'est fait un peu poser un lapin par Mandy Rose qui avait invité Dolph Ziggler. Il en a été triste alors que il a tout fait pour être plus amical possible, notamment en se coiffant la barbe et les cheveux. Et que il était tellement émouvant quand il a lâché le bouquet de fleurs et qu'il en est parti déçu. Puis, on connaît la raison de tout cela, et que un mystérieux anonyme du nom de Mustafa Ali diffuse une vidéo
comme quoi ben, c'était bel et bien Sonya Deville qui était à l'origine de tout cela, et que il avait supprimé, elle avait supprimé les messages d'Otis et de Mandy Rose, quoi, pour un stratagème pour qu'elle reste tout le temps avec elle. Donc ça, bien sûr, Mandy Rose, elle a très mal pris, et elle a été plutôt du côté de Otis. Voilà comment le match a eu lieu. Il n'y a rien d'autre à citer dans ce match-là, si ce n'est que il y a eu des trucs assez sympathiques, je ne vais pas vous mentir, même si Tucker, lui qui fait partie des Heavy Machinery avec Otis, n'était pas présent dans cette rivalité, ben, il s'est dit, il peut gérer cette affaire au clair, je n'ai pas à me mêler de tout cela. Parce que, entre-temps, Tucker et les Good Brothers, Kurt Angle et d'autres officiels et catcheurs en tout genre, ils seront virés par la compagnie suite au grand ménage de printemps sanitaire pour se faire des économies au niveau argent. Oui, c'est un vieux secret polichinelle auquel ça existe dans l'entreprise et que c'est un peu un peu normal, même si ça vient une tradition qui est chaque année, mais qu'on s'en rend pas forcément trop compte. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire, si ce n'est que, certes, c'était pas forcément le top du top, si ce n'est que Mandy Rose va arriver, elle va gifler et taper Sonya Deville, et que ça fait une distraction au niveau de l'arbitre, et que, tout simplement, elle va donner un low blow à Dolph Ziggler pour que Otis fait sa fameuse Caterpillar Elbow. Donc la fameuse la chenille en descente du coude, et qu'il a la victoire. Donc c'est sûr, il a battu Dolph Ziggler, et surtout, il part avec Mandy Rose, qui va le prendre dans ses bras, et que là, cette fois-ci, il va commencer à l'embrasser. Ah, le fantasme qu'on pourrait avoir en prenant dans nos bras Mandy Rose. Et qu'on peut se dire que Otis, eh ben, c'est l'un des hommes les plus chanceux. Mais très très chanceux. Ah, c'est un sacré vénard, ce Otis. Je vais pas vous le mentir, c'est un sacré vénard. Et que ce match-là, c'est un 3,5. Hein. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, si ce n'est que c'est un 3,5. Et que je passe au suivant. Alors, le match suivant, bah, je sais pas si je pourrais venir à cela ou autre. Ouais, bah, ça pourrait attendre. Bah, le Last Man Standing match entre Edge, donc on connaît sous le nom de Cope, ou Adam Copeland de son vrai nom, mais on préfère l'appeler Edge, contre Randy Orton. Et là, ce qui est sûr, c'est que ce match va démarrer tout de suite avec un Edge, certes, qui arrive déjà sur le ring, lui qu'on l'a plus revu après plus de 9 ans d'absence, vu comment ce retour au Royal Rumble était vraiment, mais vraiment triomphal. C'était un sacré moment à l'époque quand il était venu. Tout le monde était ému et content. Même Randy Orton en était ému jusqu'à ce qu'il commence à le trahir et à le faire un concerto sur Edge. Puis la rivalité s'est intensifiée. Mais tout ce que je sais, après que Edge a fait son entrée, Randy Orton, qui était depuis le début dans l'arène, habillé en caméraman, il va tout simplement arriver dans le ring, de faire un RKO sur Edge, et que c'est voilà comment le match a commencé. Une longue phase de domination de Randy Orton sur Edge va commencer, ça va continuer, jusqu'à ce que Edge va trouver un moyen de s'en sortir, et c'est là auquel on va arriver dans la salle de gym, auquel il y a les fameuses poids, les barres de fer pour faire de la musculation, et aussi faire des tas d'activités sportives, quoi. Et que ils vont faire des choses ultra sympas, comme essayer de faire traîner le machin qui transporte du poids pour le faire atterrir dans le mur, et que ça casse pas. Puis avec la barre de traction, auquel on va avoir un West Coast Pop de la part de Edge. Puis on va repartir au niveau de l'arène, et par la suite encore, on passe au niveau des coulisses, notamment dans le bureau de conseil. C'est là auquel ils organisent les fameuses réunions des matchs, qui doit gagner, qui doit perdre. Tel ou tel catcheur doit être signé dans un roster principal ou toujours dans la branche jaune. Donc c'est là auquel ça vient de là.
Et que, sans faire trop d'histoire, ben, ça va se conclure avec des bagarres dans le bureau, notamment avec un elbow en étant accroché à une plateforme en métallique. Puis on va aller directement dans l'une des... Je crois dans l'un des garages auxquels ils stockent les fameux objets de l'époque, notamment les chaises, les escaliers, les bois, les barres de fer pour le ring. Des tas de goodies, tout des tas de trucs, même les fameuses euh, paroles au micro en interview, le fameux décor auquel on y a vu. On a vu que du côté old school qui s'est installé dans le match, même si ça a terminé dans les bagarres totales. Puis ça va se poursuivre jusqu'au niveau du pick-up, où est-ce qu'il y a le gros camion, quoi, avec, je crois que c'était un genre de camion de stockage d'objets. Je crois que c'est ça, hein, je n'ai pas trop les termes, mais ça va se poursuivre et se terminer en hauteur du camion. Vu comment Randy Orton a tout fait pour que Edge ne se relève pas au compte de 10, pareil pour Edge, pour Randy Orton, pour que lui aussi ne soit pas, on va dire, relevé au compte de 10, eh bien, il va faire un énorme spear, mais même ça, ben, Randy Orton est dans le match. Randy Orton va lui faire également un RKO, mais Edge est toujours dans le match. Et il a voulu essayer de le faire un concerto, mais Edge lui a fait un triangle choke pour que tout simplement Randy Orton perd connaissance. Et que par la suite, il va prendre l'autre chaise pour faire un concerto sur, donc justement, Randy Orton. Et que là, c'est au compte de 10. Donc ce match-là, ben, c'est victoire de Edge et c'est un 4,40. Tout simplement, je le mets ça. Ah, c'était vraiment énorme. Puis in It to Win It. Alors, dans la nuit 1, il y avait les guest hosts, donc Mojo Rawley et The Gronk, donc Rob Gronkowski, auquel j'apprécie pas tellement, même Mojo Rawley pour être honnête, auquel durant toute la soirée ils ont fait les zouaves durant tout le long, jusqu'à ce que R-Truth décide de venir pour essayer d'avoir de la protection. Mais vu comment Mojo Rawley et le Gronk n'étaient pas de son côté, il s'est fait démonter par Rob Gronkowski qui a donné un espèce de coup d'avant-bras. Je me dis, mais c'est quoi ce coup d'avant-bras? C'est pas un coup d'avant-bras, c'est un coup de poing mal foutu. Je me dis, mais en tout cas, lui, c'est sûr qu'il s'est pas cogné du tout, hein. Il a voulu avoir le match, mais c'est Mojo Rawley qui a eu le match et le titre 24/7. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait le titre 24/7. Et que là, il va le retenter. Bien sûr, il va être le guest host du match en parlant. Et c'est là auquel il y a eu les jobbers qui a fait son entrée l'un après l'autre, tout sur Mojo Rawley. Et que c'est à ce moment-là auquel le Gronk, donc Rob Gronkowski, va se jeter sur les catcheurs et faire le tomber sur Mojo Rawley pour capturer le titre 24/7 et se barrer en courant. Ça aussi, il y a une anecdote à dire à propos de ce fameux segment avec le Gronk. C'est que avant qu'il y ait le fameux préparation des matchs et des tas de trucs auxquels ils ont mis en place, il faut savoir c'est que Vince McMahon, qui est là pour booker les matchs et les manières de comment ça doit être réalisé pour la réalisation, il a vu le Rob Gronkowski avec Mojo Rawley pour lui donner une idée de ce qu'il devrait faire, parce que il sait bien que l'un de ses invités du soir pourrait justement faire un truc assez ouf, quoi. L'idée, c'était que le Gronk doit se jeter sur les catcheurs auxquels ils sont en bas et il va se jeter dessus et qu'ils vont l'attraper, tout simplement, donc de manière très simple et assez basique. Donc c'est sûr, Vince McMahon lui dit un truc tellement simple à retenir et assez confiant, vu comment les catcheurs sont là aussi pour protéger un catcheur qui fait un spot en cas auquel la personne pourrait se rater. Pour faire un manœuvre pareil, c'est comme un moonsault, on va dire ça comme ça.
Et t'as le Gronk, donc Rob Gronkowski, qui va commencer à faire le malin, qui va commencer à faire le mec peureux en disant ah, j'ose pas trop, j'ai peur de sauter de là, moi, je veux pas, moi. J'ai trop peur pour ma vie, je veux pas tomber du haut de là, vous êtes malade. Donc, bien sûr, McMahon, qui entend les paroles d'un couillon de dire cette manière-là, il se dit ah bah, pour un mec qui vient du football américain, il m'a l'air vraiment pouilleux, ce type-là. Eh ben, il s'est dit dans sa tête, ah bah, tu sais quoi, je vais te montrer, petite bite. Je vais te montrer comment on fait. Il lui a pas dit, hein, il lui a pas dit en pleine figure, il lui a juste dit, attends, attends, je vais te montrer. Mais je suis sûr qu'au fond de lui, McMahon, s'il aurait voulu le traiter de petite bite, il aurait voulu le traiter de petite bite. Donc, il va le faire une démonstration et que, de toute façon, il y a le tapis de mousse qu'elle a pour protéger. Donc, ce qu'il fait, ben, McMahon, c'est qu'il va se jeter du niveau du balcon en plateforme, tout simplement, et il lui explique, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il tombe sur le tapis de mousse et il dit, voilà, maintenant, tu t'as compris maintenant. En fait, c'est pour faire rappeler à quel point que bah, McMahon, lui qui est dans le milieu depuis tellement d'années, bah, il ordonne à ses catcheurs de faire un truc, lui aussi il en est capable de faire un truc pareil. Donc, tout comme les catcheurs, il est prêt à tout, Vince McMahon. Parce que c'est vrai que on a beau le critiquer sur tous certains aspects, surtout à l'heure actuelle pour l'affaire bah, de trafic sexuel. Ça, je comprends. Et aussi, je ne cautionne pas ce qu'il a fait pour les trafics d'êtres humains sexuels avec Janelle Grant. Ça, il faut savoir que je comprends là-dessus et auquel je suis OK avec ça. Mais pour tout le reste, pour ce qu'il a fait pour le catch et pour ce qu'il montre à certains catcheurs comme certains invités, bah, quelque part, malgré que je n'ai jamais été un grand fan de ce monsieur, je peux vous le dire honnêtement, je ne suis pas un énorme fan de Vince McMahon. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé parfois ses décisions de booking. Mais faut reconnaître que ce qu'il a pu montrer et montrer ce qu'il voulait montrer, tout simplement aux catcheurs comme aux invités, ben c'est pour montrer que lui aussi, il est prêt à faire ce que les catcheurs sont prêts aussi à faire. Et du coup, ben, c'est pour le faire appeler en disant maintenant t'as compris, et que lorsque tu dis que t'as peur et que tu veux faire ça, mec, t'es jeune, t'es encore en forme et en bonne santé, fais-le quoi. Donc voilà. Au moins, ça, c'est un genre de leçon. Et je suis bien content, comme quoi ben, la WWE s'est séparée de ce mec parce que je trouve que c'est un guignol. Et je suis très bien content. Hein. Maintenant, à l'heure actuelle, je sais pas qu'est-ce qui vient, mais je m'en bats les couilles. Tout simplement, je m'en bats les couilles. D'ailleurs, c'est un peu des mecs comme Pat McAfee auxquels j'aime pas trop tellement non plus. Hein. Même si je reconnais qu'il a beaucoup plus de cran que le Gronk. C'est ce qui est sûr. Il a beaucoup plus de cran que ce minable. Au moins, c'est un fait auquel je peux reconnaître. Mais bon, j'ai trop tardé à propos de cela. Maintenant, passons au match par équipe du côté d'Euro. Entre les Street Profits, j'ai un peu écorché leur nom, contre Austin Theory et Angel Garza, accompagnés par Zelina Vega. Alors, Austin Theory, ben, lui qui était présumé pour Vince McMahon, ben, l'avenir de la compagnie en tant que futur John Cena. Ah, dommage que ça n'a pas été le cas. Vraiment, ça n'a pas toujours été le cas. Même si c'était que ses premiers débuts à WrestleMania, bah, il fait plutôt bonne figure, vu comment il a quand même un assez bon physique. Et quand on connaît le bonhomme McMahon, on se dit que c'est sûr qu'il aime les hommes avec des grands muscles, ce qui n'est pas une légende. Mais il commençait à faire ses marques, même si je me rappelais qu'il avait été suspendu pour des raisons auxquelles j'ignorais, mais j'avais entendu comme quoi il a été suspendu. Et que dans le match, ben, c'était plutôt sympa à regarder. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est qu'il était plutôt sympa. Mais par contre, ça va se terminer avec une victoire des Street Profits sur Angel Garza et Austin Theory. Et après cela, ben, il va y avoir du guet-apens. Et que c'est là auquel ben, Bianca Belair va arriver pour détruire Zelina Vega et faire son fameux Kiss of Death, donc le fameux KOD. Et qu'après, ben, les catcheurs et catcheuses, donc Street Profit et Bianca Belair, vont célébrer sous le ring. Donc voilà tout.
Ce match-là, c'est un 3,40, tout simplement. Et puis pour terminer le DVD 2, ben, un match final à 5, à élimination, pour le titre féminin de SmackDown de la WWE, entre Bayley contre Sasha Banks, contre Lacey Evans, contre Naomi, contre Tamina Snuka. Un match à élimination totalement basique, si ce n'est que Bayley et Sasha Banks, eux qui sont les meilleurs amis du monde, eux ne se cherchent pas à s'affronter mutuellement. Eux, ils sont plutôt de très très bonnes copines, et que la solidarité entre les deux bonnes catcheuses se compte sur les doigts d'une main. Tout ce que je sais, la première à être éliminée, c'est Tamina Snuka. Pour, entre guillemets, c'est un peu la femme la plus dangereuse du match. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Je dirais que c'était plutôt la femme la plus faible dans le match. Parce que oui, malheureusement, ça fait des années que Tamina Snuka se fait enterrer et que par la suite, elle n'a plus jamais, mais plus jamais rebondi par la suite. Et que c'est un peu dommage hein, de critiquer telle ou telle catcheuse. Hein. Je suis sûr que si on leur ait montré du vrai potentiel, elle aurait été meilleure. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Puis ben, Naomi va être éliminée. Puis Lacey Evans va éliminer Sasha Banks. Et après, ben, l'intervention de Sasha Banks qui n'a pas du tout aimé de se faire éliminer par Lacey Evans, elle va lui faire un backstabber. Et que c'est à ce moment-là auquel Bayley va lui faire sa rose plante pour la victoire. Donc oui, c'est victoire de Bayley grâce à l'aide de Mercedes Moné. On sait que c'est Sasha Banks. Et que par la suite, ben, Tamina Snuka sera en semi-retraite. Naomi, qui avait catché avec Sasha Banks, ben, elle avait été licenciée, mais qu'elle allait catcher du côté de la TNA en tant que Trinity, puis revenir à la WWE sous une nouvelle gimmick. Et quant à Lacey Evans, eh ben, elle sera licenciée, parce que tout simplement, la WWE n'a plus de projet pour elle, et qu'elle valait plus grand-chose. Même si on sait que maintenant, elle aussi, comme pour Mandy Rose, elle est sur OnlyFans, en train de vendre des photos d'elle nues, des vidéos nues. Et d'ailleurs, il y a eu aussi une collaboration entre Mandy Rose et elle, auquel c'était assez chaud à regarder. Limite, on pourrait même faire un film porno tellement que c'est assez sensuel à regarder. Donc ça, c'est encore un autre débat. Et quant à Sasha Banks, eh ben, elle cartonne du côté de la AEW en tant que Mercedes Moné, en capturant je sais pas combien de titres. Mais voilà tout. Et que ce match-là, c'est un 3,5, tout simplement. Maintenant, ben, DVD 3, auquel ben, il y a le match auquel ça a quasiment aspiré l'esprit. Le match de Firefly Funhouse avec The Fiend Bray Wyatt contre John Cena. Auquel ben, ils remettent le couvercle pour un ultime affrontement, même si c'est dans un contexte un peu très différent. Mais ce match-là, il a carrément aspiré mon âme. Et ça va commencer avec une vidéo de Bray Wyatt qui va faire ben, ce fameux petit sketch un peu comme une émission pour enfants. Car je sais que Bray Wyatt, il adore ce côté un peu enfantin, mais avec un côté de frayeur comme les creepypasta. Vu comment ça le caractérise, ce genre de personnage assez creepy, spooky, ce que vous voulez. Eh bien, il va aspirer John Cena dans son univers, et que c'est à ce moment-là auquel John Cena va se retrouver ben, comme s'il se rappelait plus qu'il avait fait son entrée au ring, et qu'il est arrivé dans la fameuse maison du Firefly Funhouse, et qui traverse la porte d'entrée, et qu'il arrive dans le noir, et il va voir un certain marionnette de Vince McMahon, avec les cornes de diable, et j'aime bien avec les petits sons d'effets sonores comme le un peu comme s'il y avait un genre de monstre qui arrivait au loin et qu'il fallait fuir à tout moment. Bref, c'était assez rigolo les fameux bruitages, je reconnais. Et que bah, il lui dit tout simplement si jamais il échoue tout cela face à Bray Wyatt, eh ben il serait viré. Et puis ben t'as Bray Wyatt qui sera en mode Kurt Angle, qui va faire bah, une promo pour
pour être dans la peau de Kurt Angle en disant ben, qui serait, on va dire, assez courageux pour l'affronter, lui, en plein centre du ring, face au champion médialiste olympique, quoi. Et bien plutôt au mec au plus, on va dire, le plus fou, avec un univers assez déjanté comme Bray Wyatt. Et c'est là auquel ben, John Cena arrive dans sa première version du fameux Mr. P, donc le fameux prototype. Oui, parce que c'était l'une de ses premières gimmicks auxquelles il avait à la UPW et même à la Ohio Valley Wrestling pour la OVW, et qu'il a voulu tenter à la WWE. Et qu'on se souvient de cette anecdote, à cause de ce personnage du prototype, eh ben, John Cena a failli se faire virer, et que ça, au moment auquel il est apparu dans la gimmick du rappeur, donc le docteur de la rime, auquel ça lui a carrément sauvé sa carrière. Mais faut dire, il n'était pas loin d'un licenciement. Donc John Cena, il fait son entrée, et bien sûr, il essaie de ressortir la fameuse catchphrase auquel il l'avait dit il y a plus des années en arrière, face à Bray Wyatt, qui va lui poser des tas de questions, et il va dire « Ruthless Aggression » 3 fois, et que ça va pas, on va dire, suffire. Puis bien sûr, ben, ça va se poursuivre à l'extérieur, auquel ben, on va carrément basculer dans les années 80. Bref, c'était complètement what the fuck ce match, et que quand je vous dis que ce match a carrément aspiré mon âme, c'est qu'il faut voir avec du recul, c'est que ça a été le cas. Car Bray Wyatt, il va nous faire aspirer dans le passé, dans les années 80, à l'époque des Saturday Night Main Event, auquel ben, la plupart des jeunes de l'époque, surtout Wyatt et Cena, ont vécu pendant la génération Hulkamaniac de l'âge d'or du catch avec Hulk Hogan. Donc on voit les fameuses promos avec la fameuse cage et auquel ben, on nous montre les images de l'époque. Et puis, t'as John Cena qui se ramène avec les fameuses haltères, les gros haltères qu'il a sous les mains, et qui va commencer ben, à faire des tonnes avec les haltères, tout en étant trop rapide. Et t'as Bray Wyatt qui fait le mec surpris en disant « Oh là là, il va exploser !» Il va exploser en faisant des tractions d'haltères. Et puis, il y a un moment donné auquel ben, ses bras vont carrément lâcher à John Cena et qu'il veut essayer de mettre un coup, mais il sent plus ses bras. Et t'as Bray Wyatt qui va le propulser jusqu'aux prochaines, bah, comment je pourrais dire, transitions, auquel ben, là, il est en mode docteur de la rime, avec la casquette à l'envers, chaîne du chain gang autour du cou, les fameuses coups de poing américains en guise d'accessoires pour ses phalanges, chemise assez rétrospective en mode hip-hop rap. Donc il était dans ce registre-là, et que ben, il va faire les fameuses freestyle sur Bray Wyatt. Donc bien sûr Bray Wyatt il va un peu le provoquer, et que John Cena ben, il s'en fiche carrément vu comment il va dire toutes les fameuses quatre vérités auxquelles Bray n'est pas prêt d'entendre, notamment en lui disant ben, tu sais quoi, mes cacahuètes t'as qu'à te les mettre en pleine figure. Et t'as Bray Wyatt qui va dire ben, des choses assez un peu réalistes en disant à John Cena qu'il était tellement méchant, car il est tellement un bully que ça lui a un peu coûté ben, la carrière qu'il espérait avoir, et qu'il en tient en grande partie responsable John Cena, et que maintenant il veut faire table rase du passé. Puis t'as John Cena qui veut sauter sur l'occasion pour attaquer Bray Wyatt, mais vu comment il disparaît à chaque transition, c'est comme si John Cena, dans le monde de Bray Wyatt, il ne peut rien faire, même pas avoir des offenses, ni de protection. Donc voilà. Puis on arrive à un moment auquel bah, Bray Wyatt est en mode Wyatt Family, comme à la bonne vieille époque, avec la chaise à bascule, le fameux lanterne auquel il a l'habitude d'avoir, et que bah, il va se faire mémorer à John Cena à l'époque en 2014 lors de WrestleMania 30, comme quoi bah, ça aurait dû être lui qui aurait dû gagner cet affrontement. Ça aurait pu être lui qui aurait pu être au-dessus de John Cena, de faire carrière que John Cena.
il espérait d'avoir l'avantage psychologique sur John Cena, surtout au niveau où il a failli craquer John Cena. Ouais, parce qu'on se rappelle de WrestleMania 30 en 2014, auquel Bray Wyatt était pas loin de faire craquer John Cena, surtout montrer une facette de la personnalité auquel on n'a jamais vu de John Cena, quitte à dire le faire tourner méchant. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait dire que Bray Wyatt est un peu celui qui a vu l'avenir proche arriver pour John Cena, l'idée de le faire tourner heel? Parce qu'on pourrait dire qu'il a un tout petit peu été visionnaire là-dessus. Quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. Puis il va voir les offenses d'affrontements récents, de leur affrontement à WrestleMania 30, et qu'il lui laisse le choix, et qu'il lui dit toute la réponse que tu cherchais se trouve entre cette chaise, et que vas-y, achève-moi avec la chaise. Mais il a fallu que John Cena le fait pour que Bray disparaît. Et là, encore, mais on va basculer du côté des années 90 ou 90, si vous préférez, auquel on est du côté de la WCW, avec tout simplement Bray Wyatt dans la peau de Eric Bischoff pour builder l'arrivée en puissance de la NWO, mais surtout de Hollywood Hulk Hogan. Eh bien, Bray va faire l'exception pour John Cena, en disant The Hollywood John Cena. Et ça, à cet instant-là, auquel John Cena il fait son entrée avec le titre du monde poids lourd, avec la WCW, de tag NWO sur la ceinture, et qui va commencer à faire les slows de guitare comme Hulk Hogan avait l'habitude de faire. Puis le côté tout sweet auquel il va avoir. Et c'est à ce moment-là auquel John Cena, enfin, il va avoir le dessus sur Bray Wyatt. Il va lui asséner de coups. Donc que des coups de poing. Et puis à la transition exacte, eh bien, il va se rendre compte qu'il a attaqué le cochon, la marionnette avec le cochon. Et que là, on est revenu dans l'année 2020, auquel John Cena, il a commencé à avoir des longs cheveux. Enfin, il a commencé à avoir des cheveux. Il était pas loin de la calvitie, mais il commence à avoir des cheveux. Et que c'est là auquel le Fiend fait son apparition derrière John Cena pour lui faire un Mandible Claw, puis un Sister Abigail avec le Mandible Claw, et que c'est là auquel le Bray Wyatt en pull rouge fait le compte de 3 pour la victoire. Donc c'est victoire du Fiend Bray Wyatt qui bat John Cena. Et puis, un coup qu'il a battu John Cena, Cena, son corps, son cadavre, et toutes les transitions auxquelles il y avait, notamment à l'époque auquel John Cena il avait le monde contre lui, avec la ECW One Night Stand auquel le public d'Hammerstein Ballroom était contre lui, ou encore à Toronto dans l'Ontario au Canada également, auquel il avait affronté Edge, alors que du côté d'Hammerstein Ballroom, il avait affronté Rob Van Dam, tout le monde était contre lui. Edge, tout le monde était contre John Cena. Puis à Chicago dans l'Illinois, auquel on va voir l'image de CM Punk. Donc oui, on a eu l'image de CM Punk et que tout simplement c'était à Chicago, tout le monde était contre John Cena. Et j'en passe des tas de moments de situation auxquels il a été ultra critiqué. Donc ça c'est un fait et ça a été vérifié. Et que c'est comme ça comment John Cena disparaît en laissant que le Fiend victorieux. Et pour ce match-là, même si c'est pas très objectif et que c'est un match cinématique, je lui mets un 4,50. Voilà. Vu comment j'ai quand même adoré le match, même s'il m'a carrément aspiré l'esprit. Mais c'était sympa, vraiment sympa. Et enfin, le véritable main event pour la nuit 2, pour le titre de la WWE, entre Drew McIntyre contre Brock Lesnar, accompagné par Paul Heyman. Faut savoir que ce match-là, même si j'ai un peu fait une erreur avec le CD de Drew McIntyre, il faut savoir c'est que ce match-là est très court. Et les raisons auxquelles vous allez entendre est assez simple. C'est que dans ce match-là, il n'y a pas eu grand-chose si ce n'est que des phases de domination de Brock Lesnar avec des German suplexes à répétition,
Que des German suplex, encore des German suplex, en veux-tu en voilà. Puis la première, la deuxième et le troisième five va passer. La première c'était au compte de 1, la deuxième c'est au compte de 2 et la troisième uniquement compte de 2. Il a voulu enchaîner un quatrième, mais c'est là auquel Drew McIntyre va enchaîner en force avec la première Claymore Kick, puis le deuxième Claymore Kick et la troisième pour qu'il a le dessus sur Brock Lesnar et qui bat Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Donc oui, c'est victoire de Drew McIntyre qui bat Brock Lesnar pour le titre. Et que ce match-là, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas été très objectif avec, mais je lui ai mis 3,70. Voilà tout. Et il faut savoir que dans ce match, il y a une anecdote à propos de cela, c'est à propos de Brock Lesnar. C'est qu'il s'était embrouillé avec Vince McMahon dans son bureau. C'était des rumeurs. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'avais entendu dire comme quoi il y avait des rumeurs comme quoi ben, les deux étaient en dissension et que Brock voulait partir, disparaître pendant 1 an et revenir par la suite. Donc ça c'est ce qu'il voulait. Il voulait faire son dernier match face à McIntyre et puis revenir en force l'année prochaine ou l'autre année. Donc il voulait prendre entre guillemets une année sympathique, mais McMahon n'était pas forcément d'accord. Il voulait que Brock respecte sa part du contrat, vu comment il avait signé un contrat de plusieurs chiffres. Ça parle de millions de dollars. Je crois que c'était 10 millions de dollars ou 11 millions, je crois que c'est ça. Et que ben, il veut qu'il respecte sa part du contrat, mais que Brock Lesnar était tellement remonté contre McMahon qui a dit qu'il pensait qu'à sa gueule, et que les talents du roster principal, ben, il ne les comprenait pas, enfin il comprenait pas pourquoi Vince McMahon ne donnait pas assez d'opportunités aux jeunes qui veulent faire leur marque, qui veulent être les grandes de ce milieu. Et que lorsque les superstars l'ont appris à travers la porte, eh ben, ils étaient étonnés que Brock ait pu dire ça. Parce que on peut critiquer aussi Brock Lesnar sous sa manière d'être un sale type, parce que oui, il a jamais été un enfant de cœur, il a jamais été quelqu'un de si bienveillant. En même temps, il assume d'être un gros FDP. Il assume, hein. Vous pouvez dire que j'en fais des tonnes, mais pourtant il assume d'être un gros fils de pute, hein. Vu qu'il aime les trucs assez horripileux, assez sulfureux, quoi. Enfin sulfureux quoi. Bref, si c'est pour faire de la polémique, ben il le ferait, Brock, il le ferait. Et pourtant là, on pourrait pas dire que là il fait la polémique, hein, vu comment il a dit du bien des superstars en coulisses et qu'ils ont été très étonnés et qu'il y a eu une part de sympathie envers lui. Donc il en avait eu marre de continuer, qu'il voulait partir jusqu'à ce que le public soit de retour. Et quelque part, on va pas lui donner tort à Brock Lesnar de partir parce qu'il veut pas catcher devant un public qui n'est pas là. Et pourtant, vous saviez tout autant que moi que Brock n'aime pas être entouré de personnes autour de lui, que ce soit qu'il soit en plein milieu du ring auquel il y a des gens qui le regardent. Ça, il n'aime pas tellement. Mais il sait qu'une part, il n'a pas le choix. Donc pourtant, lui qui est ultra, on va dire, ultra renfermé sur lui-même, bah, malgré tout, il réussit quand même à faire le taf, hein. Donc ça, on pourra pas lui reprocher. Donc voilà ça. Et que c'est pour ça comment il en est disparu ainsi. Puis, vous saviez, le retour de Brock Lesnar au SummerSlam, pardonnez-moi, au SummerSlam 2021, auquel ben, il voulait faire un face-à-face avec Roman Reigns. Et aussi, qui s'en était pris à son retour lorsqu'il est venu faire face-à-face avec Roman Reigns? Je vous donne en mille, John Cena. Il avait fait un F5, puis il est reparti. Et c'est là auquel ben, la gimmick de Cowboy Brock, une gimmick assez loufoque, une personnalité de Brock Lesnar qu'on ne connaissait plus depuis très longtemps. Ce côté assez humoristique auquel il fait. Les moments drôles auxquels ben, je me dis, ben waouh, il m'impressionne Brock Lesnar. Il a eu mon cœur ce con. J'étais en mode comme ça. C'est rare de voir Brock Lesnar faire le guignol pour être si divertissant, alors qu'il a jamais été aussi divertissement
aussi divertissant depuis qu'il a quitté la UFC. Et que là, on se dit, ben, là c'est très étonnant, hein. La gimmick du Cowboy Brock avec un look auquel il s'est poussé les cheveux, la barbe, et j'en passe des trucs. Mais bien sûr, il en est revenu en 2021 pour des raisons obscures, et c'est lié à l'affaire Janelle Grant, auquel ben, McMahon n'hésitait jamais à l'occasion de coucher avec cet employé. Même son fantasme sexuel, c'est de voir trois types faire l'amour avec elle. Vu comment il aime voir ça, il aime tellement que c'est très jubilatoire pour McMahon de voir un tel spectacle qui va même être dans la partie à tout cela. Pourtant, c'est très dégueulasse ce que je vous dis, mais pourtant c'est la vérité, hein. Et ce genre de manœuvre d'intimidation et de tension sexuelle au travail, si je dis pas de bêtises, ça existe. Ça existe réellement, surtout dans un milieu assez bankable comme la WWE. Et en gros, ben, il faut savoir, c'est que McMahon voulait vendre Janelle Grant à Lesnar pour que lui, il couche avec. Alors que je sais même pas si Brock Lesnar était déjà en divorce avec Sable. Je sais même pas s'il est toujours avec ou il a une autre compagne. Enfin, je préfère pas savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il était chaud. Il était chaud pour, pour le démonter, Janelle Grant. Et quand je dis démonter, c'est ça faire jouir sa race. Vu comment lui, il en a rien à foutre. Et que, bien sûr, McMahon lui a vendu à elle, même si il était chaud pour le faire. Et il a fallu que un imprévu météore vient tout gâcher. Donc, fameuse jour auquel il faisait extrêmement froid, il y avait une tempête de neige. Donc, d'une part, ça sauve Janelle Grant à cette affaire-là, même si je suppose qu'il était ultra déçu de ne pas le faire. Mais bon, de le faire ou de ne pas le faire, qu'il aurait été déçu ou pas, ça lui branchait de le faire ça. Et heureusement pour Janelle Grant, elle a eu le courage de porter plainte contre la WWE et surtout contre celui qui l'a vendu et aussi celui qui lui a chié dessus. Donc je vous dis le nom, Vince McMahon. Et que maintenant, les têtes vont tomber à la WWE. Les têtes vont tomber dans un tribunal. Et que je sais même pas si Brock Lesnar et Monsieur McMahon seront derrière les barreaux à propos de ça. À vrai dire, il faut des preuves. Il faut nous montrer si Brock Lesnar est réellement innocent, s'il n'a pas couché avec Janelle Grant. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine absence de preuves. Et je suis pas à dire quelqu'un qu'il faut dire ouais, donnez-moi des preuves tout de suite et maintenant. Il faut juste que le verdict soit tombé. Il faut que la justice fasse leur boulot. Et s'il est réellement innocent, quelque part, heureusement qu'il n'a pas commis et qu'il en est tiré d'affaire. S'il est innocent, hein, s'il y a des preuves comme quoi il a fait, c'est qu'il est dans la merde, hein. Mais s'il y a une preuve comme quoi il a rien fait à cette personne, quelque part il est un peu sauvé. Mais bon, vu comment son nom a été cité à plusieurs reprises dans la plainte, parce que il n'a pas été accusé de viol sur elle, hein. Il n'a pas été accusé, il a juste été mentionné plusieurs fois. Donc quelque part, être mentionné, c'est un peu comme une accusation, comme quoi il est suspect. Mais c'était plus Vince McMahon qui était plus accusé que Brock. Ça, c'est sûr et certain. Mais suite à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en tant que président, auquel je me dis mais pourquoi les Américains ont encore voté envers Donald Trump, et que je me dis si ce type est encore au pouvoir, il va supprimer les preuves, il va tout faire pour étouffer l'affaire, et que Janelle Grant n'aura aucun gain de cause. Parce que selon eux, les grands magnats du business vont se dire c'est une employée qui cherche à tout prix l'argent pour buzzer, pour se montrer au niveau du public. On va dire l'opinion publique, comme quoi elle serait la victime à tout cela. Donc pour eux, ils vont croire que c'est un stratagème. Mais espérons qu'il y aura des preuves
et que normalement les personnes qui ont commis ça, comme John Laurinaitis, Vince McMahon et d'autres employés que McMahon avait engagés, bah, j'espère qu'ils vont pas s'en tirer, hein, parce que déjà il faut savoir que récemment, pendant le procès de P. Diddy, eh bien Puff Daddy, il a été acquitté, alors que toutes les preuves étaient contre lui, hein. C'est assez bizarre, hein. À mon avis, il y a quelqu'un dans l'ombre qui fait tout pour étouffer l'affaire, hein. Et du coup, ben, les victimes qui ont été victimes de V sur mineurs, sur personnes non consenties, ça les a pas rendu justice. Et espérons que pour Janelle Grant, s'ils arrivent ou pas à trouver une solution pour que ces ordures, ces salopards payent pour ce qu'ils ont fait, en payant les dommages et intérêts et j'en passe d'autres. Mais, euh, mais voilà quoi. Malgré le bien que je peux dire sur Vince McMahon, que c'est un génie créatif et tout, même si je n'ai plus trop aimé son run en tant que booker, parce que je trouvais qu'il faisait n'importe quoi, et que j'étais réellement, mais réellement saoulé de lui, ben, je vais pas cautionner non plus ce qu'il a fait à une employée. D'ailleurs, envers les personnes auxquelles il a pu coucher, notamment avec la première arbitre de l'histoire, une certaine Rita Chatterton, et bah, d'autres dans l'entreprise, même les catcheuses, hein. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait, parce que pour ceux qui pensent que je le défends comme si c'était mon père, comme si c'était mon daron, vous vous y trompez, je ne cautionne pas. Et d'ailleurs, si j'aurais été son fils, vraiment son fils, bah, quelque part j'aurais été honte, j'aurais honte de lui, j'aurais honte de mon père qui m'est mis au monde et qui fait des trucs pareils derrière le dos de ma mère, j'aurais tellement honte. Donc au moins, ce qui est sûr, c'est que je suis conscient de ce qu'il a fait, c'était pas très bien. Voilà tout. Je vais en rester là, j'ai pas besoin d'en dire plus, si ce n'est qu'il faut que j'achève bah, le tout dernier match, et que c'est un match bonus pour du côté de Raw, mais ils ont filmé au moment où c'était encore WrestleMania 36 de la nuit 2, donc c'était le 6 avril 2020, auquel Drew McIntyre, bah, il célèbre sa victoire avec Charlie Caruso ou une autre annonceuse pour sa victoire face à Brock Lesnar. Puis tu as le Big Show qui arrive avec un arbitre qui fait une promo face à Drew McIntyre en disant « Regarde, en tant que champion, tu as vraiment la classe, mais ce que je veux, par-dessus tout, c'est un match pour le titre. » Drew n'était pas tout à fait ok avec ça, mais il a suffi d'une baffe de Big Show pour qu'il accepte un match, et que voilà comment le match a eu lieu. Et le Big Show, c'est sûr, il va s'amuser à détruire bah, Drew McIntyre. Il va s'amuser à l'atomiser, à le détruire. Puis, à un moment donné dans le match, Drew McIntyre, il va prendre du galon, il va venir en force, et il va se défendre encore, encore, encore et encore. Et puis, bah, dans le climax du show, il suffit d'un Claymore Kick pour en venir à bout du Big Show. Donc bien sûr, le titre était en jeu, et pourtant, il conserve son titre, et le titre restera autour de ses hanches. Donc victoire de Drew McIntyre. Ce match-là, c'est un 3,50. Voilà tout. Et voilà comment se termine le programme du WrestleMania 36 du Covid. Alors, les matchs, les segments promo et l'ensemble. Alors, je lui mets un 4,10. Voilà, tout simplement, je lui mets un 4,10. Et c'est un peu ma dernière vidéo que je fais, parce que je sais qu'il va y avoir le show TNA Emergence, et également AAA 33, association avec la WWE. Donc ça, je serai impatient de le voir, et auquel ben, vous serez avertis des prochaines vidéos qui vont avoir lieu. Mais je poursuivrai avec WrestleMania 37 dans les 2 nuits. Il faut juste d'abord que je regarde à tout prix. Voilà, je crois que j'en ai assez tout dit. Et que voilà, je pense que j'ai plus grand chose à dire, si ce n'est que c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.